Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue à tous, c'est lundi, on est ravis de vous retrouver encore pour cette nouvelle semaine avec avec de la joie, de la bonne humeur et avec nos éditorialistes du jour et surtout Philippe David. Ça va Philippe? Ça va très bien, Cécile, heureux de retrouver les vraies voix. You're back? I am back. Vous êtes back, ouais, c'est ça. Et vous l'avez aussi? Oui, mais il y a très longtemps. Oui, écoutez, tant mieux pour vous. Un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître pratiquement. C'est ça a bien changé. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup de nous écouter chaque jour. Vous connaissez le numéro 0826 300 300 parce qu'on ne peut pas faire cette émission sans vous. Au sommaire de cette émission, on va revenir sur Marseille. Est-elle aux mains d'organisations criminelles sur fond de trafic de drogue? Une nouvelle fusillade a fait 3 morts dans un quartier résidentiel de Marseille, longtemps épargné par ce type de violence. Pour le maire du 11e et 12e arrondissement de la cité phocéenne, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limite dans cette guerre des gangs, Philippe. Non, il n'y a plus de limite, Cécile, puisqu'on est déjà à 21 morts dans la cité phocéenne, 21 morts par arme à feu depuis le début de l'année, et un tueur à gages âgé de 18 ans a été arrêté par les policiers avec au moins 3 meurtres à son palmarès. 200 000 € gagnés quand même, soupçonné pour au moins 3 ou 4 autres meurtres, et qui a dit: si j'avais été armé, j'aurais fini ma vie les armes à la main. Alors est-ce que pour vous, Marseille est une ville tenue par les organisations criminelles? Vous êtes Marseillais ou vous avez quitté Marseille puisque vous n'en pouviez plus de l'insécurité? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et à cette question, Marseille est-elle aux mains d'organisations criminelles? Vous dites oui à 91%, ce qui est assez énorme. Et puis à 18h30, on reviendra sur le gouvernement. Doit-il s'inspirer des propositions des LR? Vous l'avez peut-être lu dans le JDD. Dimanche, les leaders du parti des Républicains ont donc dévoilé leurs 2 propositions de loi offensives en matière de politique migratoire. Face à un gouvernement qui semble hésiter sur un projet de loi consacré à l'immigration, les LR entendent reprendre le contrôle sur ce sujet, Philippe. Oui, en proposant la tenue d'un référendum sur la politique migratoire et en inscrivant dans la Constitution, je cite, la possibilité de déroger à la primauté des traités et du droit européen quand les intérêts fondamentaux de la nation sont en jeu, ou encore en rétablissement le délit pour séjour clandestin. Le gouvernement, par la voix d'Olivier Dussopt, affirme qu'une réforme constitutionnelle est inenvisageable, mais continue à croire qu'un compromis avec LR est possible. Alors est-ce que pour vous voulez un référendum sur l'immigration? Est-ce que vous voulez un durcissement de la politique migratoire, ou est-ce que vous pensez, non, qu'il faut par exemple régulariser tous les sans-papiers? Dans tous les cas de figure, on vous attend au 0826 300 300. Et donc à la question, le gouvernement doit-il s'inspirer des propositions des LR? Vous dites oui à 68%. C'est les vraies voix, on est ensemble jusqu'à 19h, on vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger, mon cher Philippe Bilger, mon président favori, l'Institut de la Parole. Bah oui, c'est mon président favori. Ah bon? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes ma femme préférée dans les animateurs. Bah, je vous remercie, mon cher Philippe. Donc dans les animatrices. Ouais. Mais moi je rentre dans les français. Ouais. Ouais. Je rentre dans les 2 catégories. Masculin et féminin. Et bam. Vous êtes Le luminaire. masculin l'emporte. Et voilà. Je rêve dans l'ancien registre Voilà. où on parlait français. C'est pour ça que vous dites que vous êtes un conservateur. Ah, mais C'est ça. clairement. Ouais, c'est ça. Même c'est gentil, je suis réactionnaire. Et je m'en flatte. Ah, est-ce que Virginie Calmels, qui est avec nous, est réactionnaire? Bonsoir Virginie Bonsoir. Calmels. Présidente fondatrice de Futurae, l'école des métiers de demain dans les industries créatives et ancienne. Voilà, vous travailliez en politique à l'époque. Première adjointe au maire de Bordeaux. Oui, c'est bien de le pendant rappeler. 6 ans de mandat et puis rapidement numéro 2 des Républicains. Oui, et rapidement sortie de la politique aussi parce que c'est compliqué. Oui, et on en parlera puis- justement. Retirer des voitures. La droite a beaucoup perdu quand même ces derniers temps. Voilà. Pour parler d'un sujet important, Dans le oui. micro. Cécile, le Oui. bronzage lui va très bien. Ah bah, Oh, le c'est bronzage, gentil, mais c'est très- merci bah oui. beaucoup. Puis il Ah, fait mais très chaud dans le sud. Le bronzage nous va tous, à tous. C'est vrai que par ces temps qui courent, c'est plutôt pas mal. Mickaël Sadoun est avec nous, chroniqueur et consultant. Bonsoir, Bonjour. Mickaël. Bonsoir. Merci d'être là. Il est toujours beau, Mickaël. Hein. Ah oui, Il est et toujours il est c'est vrai, fringant. Venant de vous, ça me flatte Il a toujours ultimement. pas- Il a toujours le sourire. Ah oui, il a toujours le Michael. sourire, c'est ça. Eh ben, Avant C'est même ça. pas de quoi qu'on ne pas l'avoir. contredise, et après aussi. Exactement. Encore plus après. Grande classe. Et vous ne serez pas seul puisque Renaud, qui nous appelle de Rodez, sera avec nous. Bonsoir Renaud. Bonsoir Renaud. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe au pluriel, les vraies voix et les auditeurs de Sud Radio, évidemment. Oh, bah voilà, ça c'est gentil. Renaud, vous nous appelez de Rodez, vous nous écoutez depuis longtemps?
Ah bah tous les soirs. Ah bah magnifique. Ah, ça c'est bien, on aime bien Fidèle. entendre ça. Et puis c'est très beau Rodez en plus. Oui, ouais. c'est très joli, Rodez. Renaud, vous faites quoi dans la vie ? Je suis sans activité pour raison de santé, mais j'ai pratiqué plusieurs activités. J'étais employé libre-service pour un grand groupe alimentaire. J'ai Ouais. notamment travaillé sur une des chaînes d'assemblage d'un aviateur très connu en France qui avait mis en place la 380 qui aujourd'hui Ah. n'existe plus. On a compris que c'était Airbus. Voilà. Arrêtez net, Philippe. Non. Arrêtez. Ma remarque volait haut. Ah oui, c'est ça. En tout Oui, cas, mais c'est elle intéressant. s'arrête net, ce qui est bien. Très intéressant, Renaud, parce que vous allez pouvoir réagir, bien entendu, sur nos sujets quand vous voulez, et vous allez pouvoir jouer contre l'une de nos vraies voix. C'est ça qui est bien. Qui c'est qui l'a dit? Oh, qui c'est qui l'a dit qui C'est l'a quoi dit le nom du jeu, Renaud? Qui c'est qui l'a dit? Dites-le pour voir. Qui c'est qui l'a dit? Bah voilà. voilà. Ça, c'est bon, voilà. C'est facile, très simple. Allez, vous êtes validé, Renaud. Vous restez avec nous. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Oh, il y avait la chanson. Ah oui, d'accord, il y a la chanson. Mes amours, mes emmerdes, Accordation, Accord perdu, j'ai couru, assoiffé, obstiné, vers l'horizon, l'illusion l'abstrait. Et vous savez pourquoi Charles Aznavour? Ah ouais. Pourquoi donc? Il aurait 99 ans aujourd'hui. C'est énorme. Oui. Dingue, 99 ans. Il aurait eu 99 La moitié de mon âge. C'est Un quand même monument. dingue. Allez. Un Non, le monument. tiers. Le tiers de mon âge. Allez, bienvenue à tout de suite. Vraiment le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et monsieur le procureur veut requérir contre ceux qui ne cessent d'annoncer la mort de LR. Oui, ça fait des années Virginie est là, il aurait pu exister Jean Dorido un lundi et lui-même était assez épris de cette morosité permanente qui faisait mourir les Républicains alors qu'à l'époque déjà ils étaient seulement moribonds pour faire plaisir à ceux qui ne les aiment pas et aujourd'hui non seulement ils ne sont pas morts mais ils résistent. Alors je ne dis pas que tout va très bien, qu'ils s'entendent à la perfection mais je suis heureux d'avoir vu confirmer durant la fin de semaine un pressentiment, une intuition, un désir, une espérance que finalement les Républicains n'ont pas rejoint globalement le macronisme et que peut-être on va reparler d'eux en bien. Virginie Calmel, doctoresse S républicain. Non, je salue l'optimisme de Philippe Bilger à ce micro. Que serait si vous y étiez, Virginie? C'est-à-dire que peut-être on aurait évité d'avoir des républicains qui se sont coupés en deux, entre d'un côté la branche Pradier et de l'autre la branche Ciotti. Moi je pense qu'on avait besoin d'une vision plus rassembleuse de la droite et un peu moins clivante. Pour autant, ils sont quand même pas en super forme et c'est dommage. Je reste convaincue, moi, qu'il y a de la place dans notre pays pour une droite républicaine qui ne soit pas à courir après le Rassemblement national et qui ne soit pas le macronisme qui finalement, sur les questions régaliennes notamment, est passé à côté des problématiques majeures. On en reparlera tout à l'heure sur l'immigration. Donc ça me fait plaisir que Philippe dise ça. J'aimerais le croire. Je reste quand même convaincue qu'aujourd'hui, ce qui manque le plus aux Républicains, c'est pas des idées, contrairement à ce qu'on raconte. Il y a un projet, ils font des propositions. C'est plutôt une incarnation. C'est plutôt un leader. Et ça, malheureusement, tant qu'il n'y a pas une incarnation et un leader clairement identifié, eh bien, quelles que soient les bonnes individualités, elles ont du mal à exister malgré tout. Vous Mickaël ne connaissez pas le film Virginie le retour? Non, je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Moi, je considère qu'LR a encore de la place pour la bonne raison que c'est le seul parti de droite qui a de la notabilité. Et ça, c'est très important en politique. Le Rassemblement national et Reconquête, malgré les efforts du Rassemblement national, n'ont toujours pas cette notabilité en politique. Il leur manque aussi un petit peu du personnel de qualité et de niveau, ce que LR conserve encore avec sa vieille expérience. D'ailleurs, sur le fond, on voit que finalement les réformes d'immigration sont pas tellement différentes chez LR
au RN et à Reconquête. La seule chose qui différencie les trois propositions, c'est que LR a, je dirais, un armada législatif un peu plus complet et cohérent parce que notamment, ils sont supportés par des juristes de qualité. Je pense notamment à Jean-Éric Schottel qui les a aidés à concevoir cette nouvelle proposition. La seule chose dont LR manque maintenant, c'est en effet un leader pour rassembler différentes sensibilités, parce que c'est normal qu'un parti politique ait différentes sensibilités, mais il faut un chef pour les emporter et tracer un chemin unique. Il leur manque aussi, désolé, du courage et de la cohérence pour le moment. Sur les sujets d'immigration, c'est évidemment unanime dans le pays, donc ils osent se jeter dans le bain. Sur les autres, on en attendrait de même. Merci beaucoup les amis. Dans un instant, le grand débat des jours. Avec cette question, Marseille est-elle au moins aux mains d'organisations criminelles? Vous savez, vous l'avez peut-être vu dans la presse sur fond de trafic de drogue, une nouvelle fusillade a fait 3 morts dans un quartier résidentiel à Marseille. Pour l'instant, vous nous dites oui à cette question. Est-elle aux mains d'organisations criminelles à 93%? 0826 300 300. C'est le moment de nous appeler. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue à tous. Vous vous demandez avec qui on a la chance de débattre aujourd'hui. On va vous donner les noms. Vous allez voir, c'est magique. Il y a Philippe Bilger, il y a Mickaël Sadoun, il y a le président, le titulaire, comme on dit. Voilà. Et Virginie Calmels est avec nous. On va débattre tout au long de cette soirée, ce début de soirée, en tout cas avec eux sur pas mal de sujets. Et en l'occurrence, dans quelques instants, sur Marseille, est-elle aux mains d'organisations criminelles? Pour l'instant, vous dites oui à 93%. Il nous en reste 7%. On aimerait bien que vous nous appeliez pour vous nous expliquer pourquoi au 0826 300 300. En attendant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et vos 3 mots dans l'actu sont armée, hommage et climat. Un coup d'envoi des débats sur le budget de l'armée à l'Assemblée nationale. Il devrait bondir pour les 7 prochaines années. 413 milliards d'euros contre 295 pour la période précédente. Hommage national prévu pour les 3 jeunes policiers morts percutés par une voiture à contresens près de Lille hier. Ils étaient en train d'aider une jeune fille victime de violences au moment du drame. Et puis la France se prépare désormais au pire scénario côté réchauffement climatique. L'hypothèse des plus 4 degrés en fin de siècle. Les vraies voix Sud Radio. C'est une hausse de plus d'un quart du budget des armées en France, 413 milliards d'euros pour les 7 prochaines années, contre 295 milliards pour la période 2019-2025. L'Assemblée nationale entame aujourd'hui l'examen du budget militaire. Objectif affiché, moderniser la dissuasion nucléaire, renouveler le matériel, investir dans le cyber, le spatial et la maîtrise des fonds marins. L'armée, secteur stratégique sur fond de guerre d'invasion russe en Ukraine. Le groupe Wagner indique vouloir se retirer de Bakhmout le 1er juin, date à laquelle le groupe paramilitaire prévoit de transférer ses positions à l'armée russe. De leur côté, les autorités ukrainiennes affirment contrôler encore quelques bâtiments dans la cité largement détruite et surtout avancer dans sa banlieue en attaquant les flancs russes. Dans ce contexte, alors que les États-Unis autorisent les pays qu'ils souhaitent à livrer aux Ukrainiens des avions de fabrication américaine, est-ce qu'il faut en faire de même? Faut-il livrer en tout cas des avions français? Eh bien, réponse mitigée de Thomas Gassillou, président de la commission de la défense nationale et des forces armées à l'Assemblée nationale. C'est un sujet qui peut exister. Vous savez que le président Zelensky l'a demandé au président Macron. La France, elle est surtout, elle se concentre sur les matériels qui sont efficaces pour les Ukrainiens. La bataille est aujourd'hui essentiellement une bataille au sol. Vous avez énormément de défense sol-air qui existe, qui fait que aucun des deux pays n'a la supériorité aérienne. Et donc aujourd'hui, la priorité, moi, me semble, à conforter les moyens terrestres. Donc pour l'instant, pas d'avion pour l'Ukraine. C'est une décision du président de la République. Il a ouvert la voie à la formation de pilotes. Vous savez, former des pilotes sur nos avions, c'est quelque chose qui va prendre peut-être 9-10 mois. Donc pourquoi pas engager la formation des pilotes dès aujourd'hui, mais ce ne serait pas un game changer de cette bataille-là. Des avions français qui ne seraient pas décisifs en bon français pour l'Ukraine. Thomas Gassillou, député Renaissance du Rhône, président de la commission de la défense nationale à l'Assemblée nationale, au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Philippe Bilger, faut livrer des avions français à l'Ukraine? Alors, je n'en sais rien, mais je suis frappé de voir par ce double mouvement contradictoire, à la fois on dit qu'on ne veut pas fournir trop d'aide au risque de devenir un co-belligérant et en même temps, semble-t-il, sous le contrôle de ceux qui savent, on le fait de plus en plus. Oui, c'est vrai. Mickaël Sadoun. Comme Philippe, je ne sais pas, c'est un point particulier, technique sur lequel je ne peux pas m'exprimer. Ce que je dois dire, et oserais-je l'avouer, je suis plutôt d'accord avec la politique d'Emmanuel Macron depuis le début de ce conflit, qui est resté assez équilibré entre soutien à l'Ukraine et
non-diabolisation, non-humiliation entre guillemets de la Russie. Je trouve qu'il se tient plutôt dans un bon équilibre pour le moment. Voilà. Virginie Calmel. Moi, je voudrais saluer l'augmentation du budget. Malheureusement, elle arrive un peu tard. Rappelons-nous quand même l'épisode du démarrage d'Emmanuel Macron avec le départ de Pierre de Villiers sur cette question. Donc ça, c'est un grand regret. Mais comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, ou en tout cas, je veux saluer cette correction d'une erreur majeure qui avait été commise au début du premier quinquennat 7 ans plus tard. Macron, certes un peu tardivement, certes en plein conflit, mais saluons ça tout en étant quand même conscient que c'est une goutte d'eau par rapport aux besoins réels. On a une armée aujourd'hui qui est absolument sous-dotée et on le sait très bien, s'il y avait un vrai conflit, on ne pourrait tenir que quelques jours. Donc c'est malheureusement peu, mais saluons quand même cette augmentation. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu au commissariat de Roubaix tout à l'heure après la mort de 3 jeunes policiers hier. 2 hommes et une jeune femme, 24 à 25 ans. Ils ont été percutés à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, par une voiture qui roulait à contresens. Au moment du drame, ils étaient en train d'accompagner une jeune fille victime de violences pour l'aider à faire des examens médicaux, puis à porter plainte. Positif à l'alcool et à la drogue, l'autre conducteur âgé d'une vingtaine d'années est mort aussi, tandis que son passager est grièvement blessé, tout comme la jeune passagère de la voiture de police. Gérald Darmanin annonce un hommage à venir en fin de semaine au commissariat de Roubaix, mais pas seulement. Un hommage national a été décrété par le président de la République lorsque nous tiendrons cette cérémonie, pour que dans tous les commissariats de France, dans toutes les brigades de gendarmerie, dans toutes les préfectures et sous-préfectures, et je veux ici dire, pour tous ceux qui le souhaitent, dans toutes les mairies de France, on puisse avoir une pensée pour ces 3 jeunes policiers dont la vie était devant eux, qui faisaient leur métier tranquillement, avec professionnalisme. J'ai une pensée évidemment pour cet enfant qui va avoir 1 an, qui ne va pas connaître son père, pour cette femme qui est enceinte et qui ne va pas pouvoir présenter son futur enfant à son papa. Le ministre de l'Intérieur précise aussi que selon les premiers éléments de l'enquête, les 3 policiers n'avaient donc manifestement commis aucune faute lorsqu'ils ont été percutés par cette voiture à contresens. On vient d'apprendre par ailleurs que donc le conducteur de la dite voiture était alcoolisé et avait pris des produits stupéfiants visiblement. Et revient ce sujet, Philippe Bilger. 3 jeunes destinés fauchés net, leur famille complètement assombrie. Mais pardon de tomber dans une sorte de vulgarité, j'en ai conscience, j'en ai par-dessus la tête des hommages nationaux. Je veux dire, il serait tellement plus important de mener une lutte, mais radicale, contre ceux qui conduisent, par exemple, en étant drogués. Je veux dire, on ne met même pas la qualification de mise en danger de la vie d'autrui, c'est tout de même extravagant, quoi. Virginie Calmel, est-ce que c'est pas une vraie question? Parce que, à part la répression aveugle des radars fixes, on ne souffle jamais dans le ballon, ni pour les stupéfiants, ni pour l'alcool, ou presque. 100% d'accord avec ce que vient de dire Philippe Bilger. On en a ras-le-bol. C'est vrai que les hommages, d'une certaine façon, au bout d'un moment, ça souligne en creux une forme d'impuissance. Et là, alors moi, j'ai évidemment envie de rappeler le soutien à nos forces de l'ordre, le courage aujourd'hui qu'il faut pour s'engager quand on est jeune dans la police ou dans la gendarmerie. Et vraiment, il faut que ces professions ressentent un soutien massif des pouvoirs publics, bien sûr, du politique en général, mais plus généralement de la population, et ça doit aller au-delà. Je pense qu'on devrait, objectivement, il faut qu'on soit créatif pour montrer davantage de soutien à ces professions qui encore une fois, nous protègent tous et sont aujourd'hui... moi, j'ai tendance à pas aimer dans cette histoire l'idée d'un accident de voiture. Voilà, je trouve qu'on a un peu banalisé le sujet. Un accident de voiture, c'est au-delà de ça. Oui. Des jeunes qui sont effectivement en situation d'alcoolémie, de drogue et qui prennent une autoroute à contresens. On est quasiment dans de l'homicide. Pour moi, c'est pas un accident, c'est de l'homicide. Donc c'est vrai, et en plus, ça va dans le sens de ce que dit Philippe. On peut imaginer que c'est pas par hasard qu'ils sont allés directement vers une voiture de police. Donc je pense qu'on doit être très sévère en la matière. Bon, après, on ne peut pas présumer de ce qui s'est passé, mais... Très brièvement, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, j'en ajouterai pas grand-chose sur le fond. Luttons activement simplement contre l'alcool au volant, contre l'usage de stupéfiants, et je crois que c'est le meilleur hommage qu'on puisse faire à ceux qui sont morts pour ça.
Et la France se prépare désormais au scénario le plus élevé en matière de réchauffement climatique, une hausse de température de 4 degrés en 2100, Félix. Oui, nouveau plan d'adaptation au changement climatique. Les hypothèses de travail issues de l'accord de Paris se basaient plutôt sur un réchauffement en dessous de 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle. Sauf qu'après les records de chaleur de l'année dernière, le gouvernement veut donc désormais prévoir un scénario plus pessimiste, une tendance probable en l'absence de mesures additionnelles, soit un réchauffement mondial de 3 degrés, ce qui voudrait dire plus 4 degrés pour la France métropolitaine à la fin du siècle. Ça signifie par exemple anticiper au niveau agricole, touristique, en matière d'assurance, de construction des bâtiments. Les efforts d'adaptation coûteront quelque chose comme 2,3 milliards d'euros par an, prévient le gouvernement. Parallèlement, dès cet après-midi, Elisabeth Borne vient à l'instant aussi de présenter un nouveau plan d'action pour tenter de limiter les dégâts, de atteindre les 55% de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2030. Le gouvernement qui, dans ses premières annonces à l'instant, cible notamment les voitures, les usines et les chaudières pour tenter d'accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On se sent impuissant, Philippe Bilger, face à... Là, pardon, ma chère Cécile, mais je me rends compte à quel point je suis ignorant. Je veux dire, je ressens, comme tous les Français, les effets du dérèglement climatique, mais je suis dans une sorte d'égoïsme politique qui c'est si loin tout cela. Et je pense que beaucoup de gens ne sont pas sensibles effectivement à ce dérèglement parce qu'ils considèrent que, au fond, ça ne les regardera pas. Oui. D'une certaine manière. Et c'est idiot de ma part. Et c'est vrai que parfois, il faut ramener beaucoup plus dans le quotidien pour qu'on puisse comprendre, Mickaël, pour qu'on puisse se saisir. Bien sûr, mais même si on ramène dans le quotidien, quel est le vrai danger? En réalité, c'est l'explosion démographique de l'Afrique, c'est le développement galopant de ces continents et évidemment de l'Asie qui produit beaucoup plus que nous. Je rappelle que la France, c'est moins d'1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Par habitant, on a plutôt, je dirais, un bon quota d'émissions et par niveau de richesse. Donc, c'est pas à l'échelle de la France qu'on réglera ce genre de problème. Donc, moi, je veux être tout à fait clair, je ne vois pas maintenant comment on peut apporter des solutions à ça, à moins de décider d'un plan mondial d'investissement massif dans des industries vertes, dans de la décarbonation, dans du nucléaire, dans la recherche pour la fusion nucléaire. Je vois pas très bien comment on pourrait en sortir. Très rapidement. Moi, je suis optimiste et je crois que c'est par l'innovation, comme souvent, qu'on résout un certain nombre de problèmes. Et je crois en la force de nos entrepreneurs, alors pas que français, mais partout, pour créer, imaginer des solutions. Il faut quand même se rendre compte que les jeunes générations sont très sensibilisées à ça, peut-être plus que nous ne l'avons été. Et je reste convaincue que c'est une bonne chose, sans s'auto-flageller, alors que la Chine reste un immense pollueur de la planète. Elles sont peut-être plus sensibilisées, mais elles consomment encore beaucoup plus, je pense, que votre génération. Merci les amis, merci beaucoup. On va revenir dans un instant sur notre premier grand débat du jour. On va revenir sur Marseille est-elle aux mains d'organisations criminelles. Pour l'instant, vous nous dites oui à 93%. On va en parler avec un spécialiste et nos vraies voix du jour. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ravis de vous retrouver pour ce lundi. On redémarre bien entendu avec Philippe Bilger, avec Virginie Calmels et avec Mickaël Sadoun. Et vous, au 08 126 300 300, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. J'ai entendu une fusillade, j'ai eu au moins 7 coups et bon, j'ai vu un cadavre. Il y a une voiture avec 5 occupants qui sortaient d'une boîte de nuit dans le 11e arrondissement de Marseille. Et se sont retrouvés pris dans des tirs d'armes lourdes, on parle de Kalachnikov. De toute évidence, c'est lié au trafic de drogue. Il faut s'attaquer à la racine du mal. La population a peur de partout et on voit qu'on est à l'abri nulle part, y compris dans des quartiers résidentiels. Il y a une lutte des territoires acharnée, une vendetta véritablement entre ces narcotrafiquants marseillais. Nous en sommes à 21 décès depuis le début de l'année. Ça fait à peu près 1 par semaine. Et donc dimanche à Marseille, une nouvelle fusillade a coûté la vie à 3 hommes dans un quartier résidentiel du 11e arrondissement, longtemps épargné par les règlements de compte sur fond de trafic de drogue. Selon les premiers éléments de la police judiciaire, le mode opératoire de cette guerre des gangs semble avoir évolué. Écoutez ce qu'a dit la préfète des Bouches-du-Rhône. On est clairement dans un trafic très organisé à Marseille, qui n'est pas un trafic de cité, avec des têtes de réseau qui sont peu nombreuses et qui contrôlent une bonne partie du trafic à Marseille. Et donc lorsqu'elles se font une guerre, comme elles le font là actuellement depuis quelques mois, elles font appel à la main-d'œuvre qui est prête à tuer quelqu'un d'autre pour quelques dizaines de milliers d'euros. Les têtes de réseau, elles sont en fuite. Elles ne peuvent plus rester à Marseille parce que la police met la pression et qu'elles savent très bien qu'elles ne peuvent pas rester sur le territoire national. Donc elles se sont mises à l'abri dans certains pays. Donc ils vivent une vie de fugitifs.
Ils peuvent continuer par leur puissance financière à commanditer des assassinats depuis l'étranger, mais il y a sur le territoire national des personnes qui exécutent ces assassinats, et donc nous sommes là pour les interpeller. Pour les interpeller, mais aussi pour leur couper les vivres et s'attaquer ensemble à leurs intérêts. Une nécessité quand on sait que depuis le début de l'année, 21 personnes ont été victimes de ces règlements de compte. On est grosso modo sur une tendance à 50 morts par balle pour l'année à Marseille. Alors, est-ce que vous pensez que ça va plus loin que le trafic de drogue, que la ville est aux mains d'organisations criminelles? Vous vivez à Marseille, vous avez quitté Marseille, venez témoigner, on vous attend au 0826 300 300. En tout cas, pour la question que l'on vous pose sur ceux qui votent sur notre compte Twitter, c'est un grand oui à 93%. Et pour en parler, notre invité Frédéric Ploquin est avec nous, journaliste, grand reporter et auteur de Jackie le Mat, le parrain, le showbiz et les politiques, coécrit avec Christine Imbert et publié chez Plomb. Bonsoir Frédéric Ploquin, merci d'être en direct sur Sud Radio. Avant de revenir vers vous, Philippe Bilger, le constat est de pire en pire, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'en parler de semaine en semaine et ça s'accélère finalement. Absolument, et je fais amende honorable parce qu'il y a 1 ou 2 ans, j'en avais tellement assez d'entendre en permanence invoquer la drogue comme cause exclusive de l'augmentation de la délinquance et de la criminalité, comme si ces gens-là excusaient le reste de la délinquance que... En fait, j'ai commis une erreur. Je suis obligé de constater, peut-être comme nous tous, qu'il y a des mafias, il y a des cités, et que si on parvenait en effet à lutter efficacement contre la drogue, contre les trafiquants, mais pour ça, et pardon, j'aborde un thème que je ne vais pas prolonger, mais il faudrait changer radicalement l'état de droit de mon point de vue, eh bien, on parviendrait à éradiquer une certaine forme de délinquance qui est à la source des crimes et probablement même de la délinquance au quotidien. Mais on en est loin et j'ai le sentiment que le pouvoir donne l'impression d'une impuissance, peut-être parce que la tâche est insurmontable ou peut-être est-il lui-même assez incompétent dans ce domaine. Virginie Kelmel, vous qui avez été maire adjointe d'une grande ville de France, Bordeaux, vous dites Marseille c'est un autre monde. Oui, alors Bordeaux, en plus, à l'époque où j'étais élue et où Alain Juppé a été maire pendant des années, c'était une des villes les plus sécures de France. Donc forcément, on avait effectivement l'impression que c'était un autre monde. Pour autant, même à Bordeaux, il y a une délinquance qui est en train de s'installer. Donc je pense que par rapport à ça, il faut prendre des mesures le plus en amont possible. Déjà, moi, je crois à la prévention et le plus en amont, je fais partie de ceux qui croient qu'il faut de la surveillance par vidéo, qu'il faut de la dissuasion et que la vidéosurveillance est une façon aussi d'aller dans la dissuasion et de mettre des garde-fous. Après, j'ai quand même un questionnement personnel, mais que je pense beaucoup ont, c'est finalement pourquoi autant d'aveux d'impuissance depuis aussi longtemps. On a un peu le sentiment qu'on a voulu laisser, peut-être au nom de la paix sociale, on a voulu laisser des trafics s'installer en se disant que si on allait à l'encontre de ces trafics, on allait justement créer une sorte de guerre civile ou en tout cas mettre le feu aux banlieues, parce qu'il n'y a pas que Marseille, hein, on peut parler des banlieues au sens large. Et aujourd'hui, je crois que quand même, là, il serait temps de se rendre compte que peut-être, au contraire, que de lutter contre ces trafics sera in fine moins coûteux, y compris si ça doit être dans la douleur, que de laisser faire avec des morts qu'on est en train de compter par dizaines, centaines. C'est insupportable. Donc il me semble qu'il faut du courage et faire ce que d'autres ont fait. Le maire de New York l'avait fait à une époque. Ça se fait îlot par îlot, cave par cave, et à un moment donné, il faut peut-être démanteler des réseaux qui ne sont peut-être pas que de la drogue, hein, des armes, de beaucoup de choses. Et il me semble qu'il est temps de passer à l'action. Oui, mais démanteler, forcément, à un moment donné, ils se reforment systématiquement, Michael Sadoun, donc c'est un effet de rebond à chaque fois. Mais peut-être qu'on n'apporte pas la bonne solution du point de vue judiciaire, parce qu'on peut mettre toutes les caméras ou la police, les gens demandent plus de bleu dans la rue, d'accord. Samia Ghali demande même l'armée dans la rue. Mais s'il n'y a pas de réponse judiciaire en aval, que les gens ne sont pas condamnés, qu'il n'y a pas une meilleure utilisation de la prison pour des peines courtes, comme ça peut se faire dans les pays du Nord, qu'on n'a pas cette politique du tolérance zéro qui a été appliquée par Giuliani à New York et qui a été efficace, ça ne sert à rien d'envoyer plus de policiers. Alors en effet, ça peut rassurer la population, parce que c'est sûr qu'avec 21 morts depuis le début de l'année et des fusillades qui sont quotidiennes, la population, elle, a peur. Il y a des témoignages de gens qui habitent à 100 mètres des écoles et qui accompagnent leurs enfants en voiture parce qu'ils ont peur qu'il arrive quelque chose. D'autant plus que
Ce phénomène est ancien parce que c'était la mafia corso-marseillaise, mais maintenant ça change un petit peu. Les gens qui viennent de l'immigration récente reprennent la tête de ces réseaux petit à petit. Mais ce qui est nouveau, c'est quand même l'extension géographique. Maintenant, on sait qu'ils recrutent les choufs, les trafiquants de toute la France et qui font des appels d'offres massifs. La préfète des Bouches-du-Rhône en a parlé, c'est un phénomène qui est en train de s'étendre. Il y a une extension dans le profil des victimes, puisque maintenant, ne pas participer à ces trafics n'est plus une garantie qu'on ne va pas être touché par ce genre de fusillade. Et puis, on a vu aussi les violences qui se multipliaient dans différents territoires, à Villerupt, à Cavaillon, à Nantes. Donc, ça n'est pas qu'à Marseille. Et je pense qu'il faut répondre avec une justice extrêmement ferme. Voilà. Frédéric Ploquin, d'abord merci d'être avec nous. Quand on regarde le trafic de drogue, le problème c'est que ça touche tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des enfants de 7 ans, de 14 ans, des adultes, des étrangers. Comment réguler tout ça ? Ça devient très compliqué, même en matière de législation. La première chose que je voudrais dire, c'est répondre à Philippe Bilger tout à l'heure et compléter ce qu'il a dit en disant qu'effectivement aujourd'hui, le trafic de stupéfiants, la drogue, est le moteur nucléaire, la matrice du crime en France. C'est-à-dire que c'est le cœur, et il a effectivement raison de faire ce mea culpa, c'est qu'aujourd'hui, on en est là, la drogue est au carrefour de l'intégralité des autres crimes et délits, que ce soit les assassinats, les tentatives d'assassinat, les enlèvements, avec séquestration souvent, la corruption. Je rappelle que l'argent de la drogue est tellement important, la drogue génère tellement d'argent qu'elle est à l'origine d'une nouvelle corruption en France, notamment. Il n'y a pas qu'en Colombie ou au Sénégal. Puisque cette corruption touche à la fois tous les maillons, si vous voulez, que les trafiquants rencontrent sur leur chemin, c'est-à-dire qu'elle peut frapper aussi bien les dockers que les bagagistes dans les aéroports, que les policiers, que les élus locaux. Donc voilà, pour confirmer cela, c'est-à-dire qu'effectivement la drogue engendre et génère, sans compter ceux qui sont obligés de cambrioler effectivement pour se payer, ça c'est plutôt pour ce qui concerne l'héroïne ou le crack, des drogues plus dures. Donc à tous les niveaux du spectre, je pense que le gouvernement et les ministres successifs de l'Intérieur ont raison de considérer la drogue comme le fléau numéro 1 principal. Ensuite, pour répondre à la mairesse qui s'exprimait tout à l'heure, je suis parfaitement d'accord. Moi j'étudie ce phénomène depuis une quarantaine d'années et j'ai vu de près, dans un certain nombre de régions, de secteurs, j'ai vu de près des élus locaux considérer qu'il était plus sain, provisoirement, de pactiser, disons, avec des éléments issus de ce crime organisé, de passer des accords, peut-être pour faire venir à l'occasion vers les urnes des personnes qui ne venaient plus et donc se faire réélire pour un deuxième mandat. Bref, il y a eu cette tentation d'acheter la paix sociale et au final, qu'est-ce que récoltent ceux qui ont cru à pouvoir acheter cette tranquillité ? Ils récoltent le chaos total, c'est-à-dire que la drogue n'est pas ce qu'ils croyaient, les phénomènes criminels qui sont derrière la drogue, ils se sont complètement trompés, gourés sur l'analyse qu'ils ont faite de ces phénomènes. La drogue renverse tout sur son passage et effectivement aujourd'hui on peut considérer que le chaos que la drogue sème dans les pays producteurs, Colombie, Pérou, la Colombie est en guerre civile depuis 40 ans. Oui. Dans les pays de transit, elle est aujourd'hui au pied de nos quartiers, de nos cités où se vend le produit stupéfiant. Et là où on avait peut-être il y a 30, 40 ans encore des points de deal un peu pépère, tranquille, aujourd'hui c'est la guerre partout. Pourquoi ? Parce qu'il y a notamment la manne de la cocaïne qui débarque et qui déferle sur la France. La cocaïne, c'est un produit qui rapporte beaucoup plus que le cannabis. Et donc, ça génère tellement d'argent que ça les rend complètement fous. Et ça débarque en ruralité aussi, pardon, Frédéric Ploquin. Ah, ça, c'est autre chose. Mais déjà finir là-dessus, il y a aussi ce rajeunissement. J'en ai plus autant de Jackie Lemat et de ces vieux voyous que Philippe Bilger jugeait. Je les ai connus intimement. Dans lesquels il intervenait comme avocat général. Je veux dire, où là, on pouvait discuter poliment, calmement, avec des individus qui avaient passé leur carrière dans le grand banditisme, qui avaient côtoyé des notables, qui avaient côtoyé des élus locaux, et qui s'exprimaient au demeurant très bien. Là, aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. On est face à des individus qui savent pertinemment qu'ils vont mourir à 25 ans, 26 ans, 27 ans, peut-être pour les plus âgés, qui grillent comme ça la vie à une vitesse folle, et qui, en plus,
sont rendus fous par les réseaux sociaux, qui consistent à... ça ne rend pas fou que les criminels. Il y a plein de gens qui se mettent en scène en permanence, mais eux, ils mettent en scène en permanence leur propre violence, ils sont fascinés par leur propre violence, qui devient de plus par leur ultra-violence. Ce qui se passe avec le Matteo F, là, le tueur à gages de 18 ans, qui se met en scène régulièrement. Philippe, 0826. Juste comme je le rappelle, comme Mohamed Merah, le terroriste c'est-à-dire qui allait commettre ces crimes. C'est une génération qui est née dans cette foulée-là, qui allait commettre ces actes barbares, on va dire, avec une GoPro sur le casque pour justement pouvoir... Ça ressemble un petit peu à ça. Ça a démarré comme ça dans les années 2015, je dirais. Et aujourd'hui, on arrive à un summum de cette mise en scène, à se demander même parfois si un jeune comme celui-ci de 18 ans sait vraiment Frédéric dans le réel et pas dans un jeu vidéo. Frédéric, ça réagit au 0826 300 300, nos auditeurs du jour. Renaud, rebonsoir Renaud, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, Marseille est aux mains d'organisations criminelles? Clairement, oui, je suis assez d'accord avec l'ensemble des vraies voix, mais moi je vais rajouter quelque chose. Ça fait des années que les gouvernements successifs pratiquent ce que j'appelle moi la politique de l'autruche, en mettant la tête dans le sable et en faisant quelques actions coup de poing une fois de temps en temps par-ci par-là. Je vais rappeler une chose que j'avais dit à une époque sur l'antenne de Sud Radio, quand en matinale était reçu un ancien responsable de la police, où j'évoquais le fait, notamment à Toulouse, dans un quartier, Bagatelle pour pas le nommer, où en face, sur la place commerçante, il y avait du trafic de cannabis, et quand juste devant les commerces, ce qui empêchait les riverains et les clients des commerces d'aller faire leurs achats, et quand ces gens-là allaient au commissariat du quartier pour prévenir effectivement que c'était pas possible et que ça pouvait pas continuer, les policiers du quartier disaient écoutez, nous, on ne peut pas bouger, on a ordre de ne pas bouger pour éviter les problèmes dans le quartier. Donc, effectivement, la paix sociale, effectivement, on est en plein dedans. Quand on voit qu'aujourd'hui, notamment à Marseille, il y a des armes de style Kalachnikov et autres, il y a un moment donné, ce n'est plus possible. Oui, ce n'est plus possible. Il faut envoyer la police, s'il le faut, envoyer l'armée et faire appliquer tout simplement la loi. Parce que la loi, moi je le dis, elle n'est pas appliquée. Bougez pas, Renaud, une petite relance de Philippe Déjà. Demander à Frédéric Ploquin, et je ne suis pas totalement d'accord avec Michael Zatoun. Bien sûr, on peut pointer une responsabilité du judiciaire, mais pour ces trafics-là, encore faudrait-il que le judiciaire soit saisi. Et quand il est saisi, il y a une forme d'impuissance. Mais ma question, Frédéric, c'était, est-ce que je pense au film Bac Nord, qui est un film admirable, parce qu'il montre la difficulté qu'on aurait pour reprendre possession de ces cités. Est-ce que ça pourrait être une solution si on avait une police outillée de la sorte? Alors Frédéric Ploquin court parce qu'on nous appelle de Marseille. Écoutez, de toute façon, quand vous interrogez les policiers qui sont en poste sur le terrain, ils vous disent tous que la présence policière dans les quartiers, elle est importante, qu'au contraire, il faut la renforcer. Et effectivement, sur le terrain, quand vous mettez une compagnie de CRS, c'est provisoire, mais si vous renforcez aussi bien les BAC que les services généraux, on va dire, des commissariats de police locaux, vous empêchez la graine de s'installer. Parce que si vous voulez, le haut du spectre de la police judiciaire, elle intervient sur les grands réseaux internationaux. Mais à la base, au départ, la petite histoire qui se joue sur le terrain, c'est celle de quelques jeunes qui se disent tiens, finalement, il n'y a pas beaucoup de policiers, on va s'installer là, on va planter un petit point de deal. C'est ce qui s'est passé dans un quartier de Marseille, notamment récemment. Et là, je sais que la police locale, le commissariat du point, par sa présence, a réussi à neutraliser l'émergence d'un nouveau point de deal. Mais si vous les laissez faire, comme ça a été fait depuis des années, moi j'ai enquêté sur des points de deal où je suis allé interroger les trafiquants qui les tenaient et qui m'ont dit mais attendez, moi c'est mon grand frère qui le tenait, puis puis quasiment mon grand-père. C'est ça faisait 4 générations qu'ils tenaient les mêmes points et qu'ils étaient finalement qu'ils considéraient qu'ils étaient chez eux. On part à Marseille. Bonsoir Christophe. Oui, bonsoir. Alors vous qui vivez à Marseille, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Marseille est aux mains d'organisations criminelles? Vous avez peur, vous, en vivant à Marseille? Pas du tout. Non, pas du tout. Il y a une tension dans le regard, dans les faits, etc. Mais bon, Marseille reste quand même une ville assez tranquille. Par contre, après, au niveau des stupéfiants, il est vrai que ça, c'est impressionnant. Hein. Bon, je suis consommateur.
je le dis. Hein. Et je suis, même moi, je suis quand même scandalisé et même outré de la facilité de trouver des choses. Voilà, il y en a partout, de partout. Et je peux vous poser une question, Christophe? Quand vous voyez ce qui se passe, les assassinats, d'être consommateur, vous n'avez pas l'impression justement de jouer dans le jeu de ces gens-là? Non, du tout. Il faut. Tu peux quand même. Non, moi, je donne pas de leçons. Vous leur faites gagner de l'argent. Oui. Non, oui, non, mais ça c'est un fait. Après, bon, on va pas. Là, après les règlements de compte, c'est entre bandes organisées, etc. Ça, je sais pas trop comment ça se passe, mais même au jour dans les cités, vous voyez, par exemple, quand vous voyez Bac Nord, ça se passe pas du tout comme ça dans Marseille. Il est vrai que dans certaines cités, il est difficile de rentrer. Vous avez des gros points de contrôle, etc., mais il n'y a pas cette énorme tension. Après, réellement, bon, pour aider, faut retirer mon chapeau à la police quand même. Ils travaillent énormément. Je vous garantis, ils font courir tout le monde à Marseille, toutes les cités. Hein. Méfiez-vous parce que bientôt, ils vont s'attaquer à ceux qui consomment. Faites attention quand même pour vous. Ah oui, mais c'est le problème. Vous savez, le problème, non, c'est pas tant le consommateur qu'il faut attaquer. Ça, c'est la facilité. Ah bah si, un petit peu quand même. C'est Christophe. Sans consommateur, il n'y a pas de drogue. Exactement. Qu'on sanctionne, voilà. Je dis, si on se fait attraper, on est sanctionné. Je suis d'accord. Mais le problème, c'est pas la sanction, c'est quand vous voyez c'est ça la facilité, c'est qu'il vous en avez de partout, on vous en propose de partout, vous voyez. Le problème qu'il y a, c'est que même quand vous avez une mentalité assez forte, ça rentre de partout. Et maintenant, vous avez de nouveaux phénomènes. Non, mais Christophe, je peux pas vous laisser dire ça. Nous, on habite dans des grandes villes. À Paris, on en trouve aussi facilement. On n'est pas obligé d'en prendre. Non, je dis pas ça. Attendez. Je dis pas ça. Non, ne détournez pas de moi. Moi, j'ai fait une comparaison entre quand j'étais jeune et maintenant, parce que j'ai plus de 50 ans. Quand j'étais jeune, les réseaux dans les cités, etc., c'était tenu par des mecs de quartier, par des gens, etc., qui tenaient la poignée. Maintenant, dans les cités, c'est plus du tout des réseaux de cités. Les jeunes qu'il y a, ils changent tous les 15 jours. C'est des gens qui viennent de Paris, de n'importe où. La plupart du temps, c'est des gamins. C'est des gamins. Dernièrement, il y avait un gamin de 11 ans. J'étais choqué, je suis parti, vous voyez. Bon. Merci en tout cas, Christophe, parce qu'on est très en retard. Merci beaucoup, parce que ça mériterait forcément des débats beaucoup plus longs. Merci beaucoup, Frédéric Ploquin, d'avoir été avec nous, un journaliste, grand reporter et auteur de Jackie Le Mat, Le Parrain, Le Showbiz et les politiques, coécrit avec Christine Imbert, publié chez Plomb. Lisez les livres de Frédéric Ploquin, ils sont excellentissimes. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Vous pouvez continuer de commenter, bien entendu, et on revient dans un instant. C'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et pour en parler aujourd'hui pour parler de choses sérieuses, bien entendu, mais pas que, Philippe Bilger était avec nous, Mickaël Sadoun était avec nous, Virginie Calmels est avec nous. Ce sont des gens très sérieux, mais à ce moment-là de l'émission, alors là, ça se dévoile, ça s'arrache, ça se déchire, c'est terrible. Il s'agit de gagner. Absolument. Qui c'est qui l'a dit? Tout de suite, le quiz de l'actu. Les Vraies Voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et dans ce qui c'est qui l'a dit, Renaud est avec nous. Renaud, vous jouez contre qui? Est-ce que vous jouez contre Mickaël, contre Virginie ou contre Philippe Bilger? La première option. Mickaël. 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 Mais il est très fort. Donc Virginie et Philippe Bilger sont avec nous. Je suis piqué. Ça veut dire qu'il pense que vous êtes le plus faible des trois. Je pense qu'il a raison. Allez les amis, qui c'est qui l'a dit? Sur la hausse du budget des armées, je préfère que l'on nourrisse la paix plutôt que la guerre. C'est un homme, un chef de parti. Un chef de... Pas Mélenchon. Non. Yannick Jadot. Non. Un chef de parti. Qui aime les barbecues. Roussel. Bonne réponse de Mickaël. Roussel. Qui aime les barbecues. Pas Roussel. Qui mange de la viande rouge. Déteste. 2 points pour Mickaël. Oui, 2-0. Il ne sait pas dans quel pétrin il s'est mis. Il sait pas. Vous vous êtes fait griller sur le barbecue. Absolument. Cramé total. Question 2. Qui c'est qui l'a dit en parlant d'Édouard Philippe? Il a une bonne descente. Il est ministre. C'est tellement original. Il est ministre. Non. C'est Le Cornu. Non. Parce que c'est un... Le maire. Non. Bonne réponse de Mickaël Sadoun. Le maire. C'est pas possible. Renaud, vous pouvez participer. Il a une bonne stratégie. J'avoue qu'on se vote. Allez, qui c'est qui l'a dit sur la régulation des sans-papiers dans les métiers en tension? Il y a des secteurs qui ne fonctionneraient pas sans le recours à une main-d'œuvre étrangère non communautaire. Elisabeth Borne? Non. Non, c'est un homme. Un homme mais ministre. Véran. Non. Darmanin. Non. Non.
Darmanin. Il a travaillé avec Darmanin. Gabriel Attal. Non. Ah, Dussopt. Bonne réponse de Michael Sadoun dans une forme olympique. Non, mais c'est pas C'est possible. pas possible. Bon, maintenant, je vais prendre un petit peu de temps pour vous laisser. parce Qui que- c'est qui l'a dit sur l'urgence climatique? Si on ne se bouge pas le cul et qu'on ne le fait pas maintenant, on va perdre cette planète. Harrison Ford. Bonne réponse de Michael Sadoun. Et la honte, la honte, la honte. Allez, Ah oui. dernière question. Qui c'est qui l'a dit sur les augmentations de salaire? Pour l'instant, le patronat s'est un peu planqué sur la période des retraites. Maintenant, il faut qu'il sorte du bois. Le maire? Non. Bonne réponse de Philippe Bien joué. Bilger. Ah. Laurent Berger. Allez, dernière, L'honneur vite, est vite, Allez, vite, vite. dernière, vite, Ouais. vite, vite. Qui c'est qui l'a dit sur le racisme dans le foot? Ce qu'ont gagné les racistes, c'est mon expulsion. Ce n'est pas du football, c'est de la Liga. Basile Boli. Non. Non. Non, c'est pas. Joueur du Real. Ancelotti. C'est un Joueur. Oui, Brésilien. Vinicius. Vinicius. Bien joué. Bravo, Vinicius Philippe Junior, Bilger. le Brésilien. Et donc, j'ai envie de dire que le grand gagnant, c'est Mickaël. Oh là là. Désolé, Renaud, on est désolé. Hein. Ce n'est pas grave, comme disait Coubertin, l'essentiel c'est de participer. Oh, comme c'est bien Absolument. dit. En tout cas, on est ravis de vous accueillir dans cette émission comme prévoir. Vous restez avec nous. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David sur le délégué général du Festival de Cannes. Et puis, on regardera sur ce qui clique sur les réseaux sociaux et on fera l'actu des vraies voix. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous voilà repartis pour une nouvelle heure. Ça n'est pas fini et loin de là. Dans un instant, ça fait du clic sur les réseaux sociaux avec Félix Mathieu. On reviendra aussi sur l'actu des vraies voix aujourd'hui avec Philippe Bilger, avec Michael Sadoun et avec Virginie Calmels. Et vous au 0826 300 300. En attendant, ça va un peu râler. C'est le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Et cher Philippe David, on va râler contre Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, qui continue d'enchaîner les faux pas. Ah oui, ce serait bien que l'exemple vienne d'en haut et le moins qu'on puisse dire est que l'intéressé n'est pas fondamentalement exemplaire. Tout d'abord, on ose espérer qu'il s'est moqué du monde en affirmant qu'il n'était pas au courant du procès entre Johnny Depp et Amber Heard qui a fait la une de l'actualité il y a quelques temps. On a du mal à croire, pour le directeur général du Festival de Cannes, une telle ignorance. Alors je mettrais d'ailleurs un autre coup de griffe en passant aux féministes qui lui ont reproché d'avoir mis en avant Johnny Depp puisqu'il avait été en procès, on le rappelle, avec son ex-épouse Amber Heard. Cette dernière a été condamnée à lui verser une somme de 10,35 millions de dollars. Lui en versé 2. Je rappelle aux féministes qu'un homme n'est pas automatiquement coupable et qu'une femme n'est pas automatiquement innocente. La deuxième raison de mon coup de gueule sur Thierry Frémaux est la vidéo qui a fait plus de 2 millions de vues sur l'altercation avec un policier municipal où le directeur du festival le menace de porter plainte. Seul problème, il roulait trop vite à vélo et avait refusé d'obtempérer à la demande de ce policier municipal. Alors je rappellerai simplement que le code de la route s'applique à tout le monde, y compris aux cyclistes, même si ce n'est pas flagrant quand on roule en ville, et que ce n'est pas parce qu'on fait partie de l'élite qu'on ne doit pas respecter les demandes des forces de l'ordre. Certains semblent avoir oublié que les privilèges ont été abolis la nuit du 4 août 1789. Il roulait sur le trottoir. Il roulait sur le trottoir, oui, absolument, à vive allure, et la police lui a demandé de ne pas rouler, et donc il s'est énervé. Le policier municipal, à un moment donné, le pousse. Ouais. Heureusement qu'il n'a pas invoqué cela comme une violence intolérable. Bah, il le pousse parce que il s'avance vers lui et qu'il de toute façon, Frémaux, j'ai jamais aimé. Je disais à Virginie tout à l'heure qu'il choisit mal les films en plus, qui sont bien Ce qui est gênant quand on est directeur d'un festival de mon point de vue. C'est pas son jour. C'est pas son jour. Mais quand on est, je sais pas, secrétaire général d'un festival, soyons clairs, mondial, on a à un moment donné un minimum de bienséance et de comportement à avoir. Mais tout à l'heure, on parlait de nos forces de l'ordre quand même. Et là, vraiment, ça tombe encore particulièrement mal. C'est-à-dire que l'exemple doit venir d'en haut, comme le disait Philippe à l'instant. Et c'est inadmissible de voir une personne qui, au lieu... On peut commettre, ça arrive à tout le monde, on est humain, on peut pressé, commettre à certains moments des petits... moi, je pense que c'est dangereux. Les trottinettes comme les vélos sur les trottoirs, moi, souvent, ça me fait peur, notamment pour les personnes âgées ou pour les enfants en bas âge. Mais
admettons, ok, il devait s'excuser et même vraiment en étant à plat de couture devant le policier. Alors que là, il met en avant limite que ce serait le policier qui outrepasserait son rôle, qui était simplement de faire respecter la loi. Donc c'est assez inadmissible. Alors est-ce que c'est la pression du festival qui le fait péter les plombs? Je rejoins quand même ce qu'a dit Philippe. L'histoire Amber Heard aussi est assez ridicule de prétendre qu'il n'était même pas au courant, ou alors ça devient même amateur. On peut pas avoir sur un événement comme cela personne dans son entourage qui ne l'ait alerté sur ce que ça pouvait projeter en termes d'image que d'avoir dans le bon sens et dans le mauvais sens. Oui, forcément. Non, mais moi je trouve que Thierry Frémaux est assez représentatif d'un monde du cinéma que je trouve de plus en plus méprisant, de plus en plus imbu de lui-même, donnant des leçons d'écologie, de féminisme à toute la Terre sans se les appliquer à eux-mêmes, bien évidemment. Si je devais le comparer à quelque chose, ce serait au coup de gueule d'Harrison Ford sur la pollution de la planète, mais un coup de gueule, mais plein de sincérité, magistrale, un vrai coup de gueule d'acteur. Mais on a envie de dire, Harrison Ford, il est venu à pied au Festival de Cannes, et puis le costume qu'il va porter pour un soir, il est fabriqué où? Le textile, il pollue moins qu'ailleurs. Et puis la teinture aussi qu'il y a sur ces costumes, elle pollue pas des rivières aussi. Enfin, moi j'ai plutôt une grande méfiance vis-à-vis de ce monde du cinéma que je n'aime pas. Tu touches à une de mes idoles, Harrison Ford, tout de même. Désolé, moi je l'adore dans Star Wars, je l'aime beaucoup moins en interview. Il est encore meilleur que dans ses films. Exactement. Allez, tout de suite, le top clic avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top clic. Et c'est une première, Félix, dans l'histoire du web. Une chanson en français atteint le milliard de vues sur YouTube. Et oui, une chanson sortie il y a 9 ans et demi. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner? Est-ce que je vous fais l'affront de vous donner le titre? Oui. Dernière danse d'Indila. Voilà, le single avait eu beaucoup de succès après sa sortie. La musique est belle. Sorti en 2013, mais le compteur à vue du clip a continué à grimper sur YouTube. Une chanson dont les crescendos sont souvent utilisés, détournés dans des vidéos TikTok, ce qui entretient sa notoriété et contribue sans doute à expliquer cette performance. Indila avait remporté une victoire de la musique en 2015 après avoir été l'artiste féminine vendant le plus de disques en France en 2014, notamment évidemment avec ce tube. Attention, dans cette performance, 1 milliard de vues sur YouTube, elle est talonnée par Aya Nakamura dont le Ojaja talonne à 920 millions de vues. Oh Jaja, y'a pas moyen Jaja, j'suis pas ta cata Jaja, genre en katana baby tu t'aides ça. Philippe Bilger adore. J'aime moins ça. Indira, on aurait dû la mettre à l'Eurovision. C'est sûr que le parolier d'Aya Nakamura, je pense qu'il avait un peu trop tiré sur le jaja. Parce que là, les paroles... on va le renvoyer au CP. Alors, en tout cas, vous aviez d'autres Français qui ont atteint le milliard de vues sur YouTube, David Guetta et DJ Snake, mais ils l'ont atteint avec des chansons qui n'étaient pas écrites, elles, dans la langue de Molière, contrairement à Aya Nakamura, et à surtout, donc, désormais, Indila. Indila, ah ouais. Ça fait partie des nouveaux métiers. On parle avec Futurae, votre école, Virginie Calbel, justement, sur le marketing, la création, tous ces métiers aujourd'hui qu'on voit là, YouTube, TikTok, des nouveaux métiers où finalement on peut se projeter à l'international et avoir des vraies carrières. Oui, les métiers de demain dans le domaine du digital, pour moi, je crois que le monde de demain sera d'abord avant tout aux mains des créatifs. C'est pour ça que Futurae est une école résolument tournée vers ces métiers. Je pense qu'on n'a pas assez valorisé, notamment dans les parcours scolaires traditionnels, la créativité. Ça fait aussi partie des compétences et ça peut déboucher sur des vrais métiers plus techniques, mais ces métiers du jeu vidéo, de l'animation 3D, des techniques audiovisuelles web, du marketing digital, de l'influence. Effectivement, aujourd'hui, on voit que ça porte assez
assez loin certaines personnalités, et il faut aussi donner à nos jeunes cet enseignement qui leur permet de déboucher vers la professionnalisation. D'ailleurs, on va faire une grande journée porte ouverte chez Futurale la semaine prochaine. Ah bah, très bien. Et vous allez voir quand le clip, la reprise de Juliette Gréco, Déshabillez-moi par Philippe Vilcher va sortir sur YouTube, le carton que ça va passer faire. la barre des 2 milliards. La barre des 2 milliards. Et ben on lui dira oh Jaja. Allez, revenez avec nous. Enfin, revenez. Ne bougez pas. On revient dans quelques instants avec le tour de table de l'actu des vraies voix. Ah, on entend une chanson ? Non, on n'entend pas une chanson ? Ah bah il avait commencé à chanter. Allez-y. Non, 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 parce qu'on me dirait. Vous voulez de l'intelligence, vous voulez du débat, vous voulez du rire, vous voulez de la bonne humeur, vous voulez de la cohésion d'équipe ou l'inverse, et ben vous avez fait le bon choix. Ce sont les vraies voix jusqu'à 19h. Ils s'entraînent un petit peu quand même. On sent que pour ceux qui viennent de plus en plus souvent, on sent qu'ils ont compris le principe. En l'occurrence, Philippe Bilger, voilà. L'épreuve phare est derrière nous. Ouais. Alors, qui c'est qui l'a dit, oui. Ah, ben oui. Mickaël Sadoun a excellé. Virginie Calmel, c'est avec nous, présidente fondatrice de Futurae, l'école des métiers de demain dans les industries créatives. Et puis Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant, forcément. Donc quoi d'ailleurs, politique, communication plutôt pour les entreprises. Absolument, communication d'entreprise. Vous pouvez nous appeler si vous voulez des rendez-vous. Mickaël est très créatif. Il est très créatif. Allez, bienvenue à tous. Tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Encore ces stupides actualités. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Le tour de table. De l'actualité. Et heureusement, Philippe Bilger a des choses à dire, parce que sinon il serait obligé de se taire. Vous me rappelez quoi ? Et Michel Houellebecq est devenu un provocateur du juste milieu. Alors, on a beaucoup parlé de Michel Houellebecq depuis 3-4 jours. Il a donné plusieurs entretiens, notamment une double page au JDD. Oui. Mais, et je trouve, en dehors d'être un romancier, de mon point de vue, génial, il est très inséré dans le débat public. Et je suis surpris de voir à quel point il continue à provoquer. Il dit des choses et il défend des amis avec une sorte de volonté extrémiste. Depardieu est forcément innocent parce que les femmes mentent. Il est gêné quand on le qualifie de droite, mais populiste, ça lui va très bien. Mais en même temps, il a sur un ensemble de sujets politiques des positions que je qualifierais d'équilibrées, presque de juste milieu, comme si au fil du temps, il devenait toujours aussi remarquable sur le plan de l'intelligence, mais plus assimilable par l'ensemble des gens qui le lisent. Et probablement, il a été vraiment bouleversé par cette affaire du film porno où il a eu l'impression d'être floué, d'être victime. Et puis peut-être sa femme, dont j'ai beaucoup apprécié l'entretien qu'elle avait eu dans un journal, a une influence très positive sur lui. Donc provocateur parce qu'il ne parvient pas à être ordinaire, mais du juste milieu parce qu'il ne dit plus la moindre incongruité et puis il se repent pour l'islam, évidemment, parce qu'il considère que du Front populaire l'a poussé vers des extrémités et qu'il en ferait, parce qu'Onfray ne lui a pas permis de tenir sa promesse auprès du recteur de la Grande Mosquée, puisqu'il a publié un livre, il va publier un livre précisément pour que ses excuses au recteur soient en toutes lettres. Oui. Pardon d'avoir été un peu long. Mickaël Sadoun peut-être, ou Virginie, ou... Ouais. Sur ce sujet-là, sur ce sujet-là, je suis assez d'accord avec Philippe. Bon, après, moi, en effet, je goûtais pas tellement la provocation de Michel Houellebecq sur le sujet de l'islam. Oui. Bon, après, tant mieux s'il fait des mea culpa. Moi, j'aimerais que beaucoup de personnalités en fassent autant. Je pense notamment, par exemple, à Éric Zemmour, qui parfois, je considère, est allé trop loin sur le sujet de l'islam, alors qu'il avait un arsenal théorique qui lui permettait un peu plus de subtilité sur la question. Voilà, j'en dirais pas plus. C'est une forme d'intelligence en tout cas. Voilà. Je pense qu'il faut saluer l'intelligence de Houellebecq. Je pense que moi c'est quelqu'un que j'aime énormément lire. J'aime un peu moins le regarder ou l'écouter. C'est vrai.
Voilà, je sais pas. Pourtant, il parle un peu plus vite que Modiano. Il y a quelque chose que je trouve un peu gênant dans le personnage, alors que j'adore le lire. Ouais, bon, ok. Virginie, puisque vous avez le micro, vous voulez parler des démissions des maires, MAIRES. Hein. Oui. Oui, j'avais envie de revenir sur cette actualité. Bon, on en a déjà beaucoup parlé, la démission du maire de Saint-Brévin, mais plus généralement, moi, il me semble quand même que c'est intéressant de faire un peu réfléchir nous tous, sur l'engagement et notamment l'engagement politique, dans ce qu'il a probablement de plus noble. En tout cas, c'est ce que les vrais hommes et femmes politiques disent, que c'est souvent le plus beau des mandats. Bon, moi, j'ai exercé celui de premier adjoint au maire de Bordeaux, et on est effectivement dans le concret, on est en proximité avec les gens. On a l'impression... Comment ? C'est le cœur de la machine, en fait. Oui, et on a vraiment l'impression d'être utile. Voilà. Et je pense que pour vraiment un nombre, j'allais dire 99,999% de ceux qui s'engagent dans ce type de mandat, ils le font avec une forme de noblesse, et on est dans l'altruisme, parce que quand vous parlez de toutes petites communes, on dit le tous pourri, etc. Non seulement ça rapporte rien, mais ça coûte beaucoup en termes de temps, d'investissement, c'est très chronophage, et vous êtes quand même un peu corvéable à merci. Donc j'avais envie de retirer un petit coup de chapeau à tous ces gens qui s'engagent, et surtout de collectivement qu'on s'inquiète quand même. David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, a tiré la sonnette d'alarme. Il y a un nombre croissant d'élus qui sont en train de démissionner, et je pense qu'on a un peu les élus qu'on mérite. Il faut aussi qu'on se rende compte qu'on est dans un monde très individualiste, et qu'il faudrait peut-être plus souvent rendre hommage à ceux qui s'engagent pour les autres, parce que là c'est vraiment pour les autres, plutôt que des réussites individuelles très égoïstes. C'est bien aussi, il en faut aussi. Moi je suis quelqu'un qui aime valoriser la réussite, mais je pense que c'est bien de valoriser l'altruisme, et on le fait peut-être pas assez, et aujourd'hui on a quand même un vrai sujet collectif. Vous avez totalement raison, Véronique, parce Virginie. que Philippe, c'est pas possible. Mais qui est cette Véronique ? On veut savoir. Il y a pas longtemps, on considérait que le métier de maire était le plus beau, et en quelques années, maintenant, des maires démissionnent en masse. C'est tout de même incroyable à quel point notre société s'est dégradée. Comme je suis d'accord avec Virginie Calmels, moi je constate, sortant d'écoles dites prestigieuses, que les jeunes profils aujourd'hui ne veulent plus faire de la politique. Ils considèrent que le métier est dégradé. Ils considèrent qu'on ne gagne plus assez d'argent. Il y a une étude de l'Institut des politiques publiques et qui parle même du salaire des parlementaires. Je sais que ça fait pas bonne presse de dire ça aujourd'hui en France, surtout dans le contexte d'inflation, de pouvoir d'achat. Mais oui, les élus, les députés, les ministres, les maires, moi, je considère, ne sont pas rétribués à leur juste valeur. Ils ne sont pas assez protégés, ils ne sont pas assez aimés. Et je pense que parfois, les médias leur tapent un peu trop dessus à mon goût. Allez, et la fonction publique réclame une hausse des salaires, Mickaël. Et il faut faire court. Très bien. Moi, c'est un coup de gueule des fonctionnaires qui m'intéressait, parce que je suis assez partagé sur le sujet des finances publiques. Je trouve qu'il y a deux parties dont les arguments se valent pas mal. D'un côté, on peut dire en effet que des fonctionnaires gagnent trop peu en France. Alors, il y a le gel du point d'indice pendant 10 ans. L'année dernière, il n'a été revalorisé que 3,5% pour des hausses de prix alimentaires, on le dit souvent, qui atteignent parfois 10 ou 15%, donc ça ne permet pas de bien vivre pour les petits fonctionnaires. Pour les hauts fonctionnaires, il y a souvent des profils vraiment d'élite qui pourraient gagner 10 fois plus dans le privé, et d'ailleurs souvent ils partent dans le privé, donc c'est dommage que l'État perde ses ressources précieuses. Mais de l'autre côté, il y a aussi des arguments qui sont bons. Dérive totale de la dépense publique ces dernières années. Emmanuel Macron avait promis de supprimer 120 000 postes d'équivalent temps plein dans la fonction publique. Finalement, il en a recruté 150 000. Déficit public énorme, une dette qui grossit dans un contexte de remontée des taux d'intérêt. Donc pour moi, la solution, il faudrait diminuer quand même la dose d'administration et enlever un certain nombre de postes de fonctionnaires. Je donne un exemple, 35% d'administratifs dans l'hôpital public, je considère que c'est trop. Par contre, il faut revaloriser de toute urgence les métiers que le Covid nous a révélés comme essentiels. Je pense évidemment à infirmières, professeurs,
et évidemment policiers dont on a parlé et qui montrent leur engagement au quotidien, et enfin tracer des carrières certainement plus évolutives dans la fonction publique et plus conformes au niveau de mérite de chacun. Voilà. Merci en tout cas. Après Véronique Calmel, c'était Davina de Ménibusque de prendre la parole. Absolument. Et d'ailleurs, il y a un communiqué de presse qui vient de tomber justement du tribunal judiciaire de Reims et qui explique le nombre d'agressions justement des personnels de santé qui ne cessent d'augmenter dans les CHU. Et c'est assez dramatique. Vous restez avec nous dans quelques instants. Le coup de projecteur des vraies voix. On va revenir sur les Républicains avec leurs 2 propositions de loi pour mettre un coup d'arrêt à l'immigration massive. Qu'en pensez-vous ? Vous voulez réagir ? 0826 300 300. Le gouvernement doit-il s'inspirer des propositions des LR ? Pour l'instant, vous dites oui à 62%. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, merci beaucoup de votre fidélité. Et aujourd'hui, nos vraies voix sont Philippe Bilger, Virginie Calmels, président fondateur de Futura, École des métiers de demain dans les industries créatives. Mickaël Sadounessi est avec nous, chroniqueur et consultant pour les entreprises. Mais tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et les leaders du parti Les Républicains ont dévoilé donc ce dimanche 2 propositions de loi pour mettre un coup d'arrêt à l'immigration de masse en France. Référendum sur la politique migratoire, rétablissement du délit de séjour clandestin, inscription de l'assimilation dans la Constitution. Coupé dans son hésitation, le gouvernement s'est donc empressé de réagir, Philippe. Oui, Cécile, en affirmant que la réforme constitutionnelle souhaitée par LR est, je cite, inenvisageable. Olivier Dussopt continue à croire à un compromis et a d'ailleurs annoncé relancer la loi immigration dans les prochains jours. Reste à savoir sur quel sujet le gouvernement est prêt à céder pour remporter l'adhésion des LR sur le futur projet de loi immigration. Pour pouvoir poursuivre son quinquennat de réforme, le gouvernement sera-t-il obligé de s'inspirer des propositions de LR ? Doit-il s'en inspirer ? Ou doit-il ne pas s'en inspirer ? Dans tous les cas de figure, un seul numéro de téléphone, le 0826 300 300. Et pour notre compte Twitter, pour ceux qui votent, c'est oui, il doit s'en inspirer à plus de 70%. Notre invité ce soir, Ludovic Mendes, est avec nous, député Renaissance et secrétaire de la communication de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Ces propositions LR Philippe Bilger, aujourd'hui, elles sont là, on les attendait depuis très longtemps. Ils ont dégainé les premiers face au gouvernement. Est-ce qu'il faut suivre ces directives ? Moi, je trouve que les 2 projets proposés par LR sont très intéressants, même s'ils ne touchent pas radicalement le regroupement familial. En revanche, je suis tout à fait partisan du retour de la double peine et de la remise en route du délit de séjour irrégulier, mais au-delà de cela, et je le dis devant notre invité, je n'aime pas, ça n'est pas lui qui est en cause, la légère condescendance avec laquelle certains, au sein du groupe Renaissance, et je pense notamment à Sacha Houlié qui dirige une commission fondamentale, la commission des lois, traite ces propositions de loi. Mais j'y vois un autre avantage. Je comprends bien qu'LR, pour faire voter ça, eh bien, a besoin du soutien d'autres forces politiques parlementaires. Et si elle ne les obtient pas, et si le groupe Renaissance veut faire passer son propre dispositif par le 49.3, là, nous aurons peut-être enfin une motion de censure où les Républicains seront cohérents par rapport à leurs convictions profondes. Virginie Calmel. Écoutez, je pense que chacun est dans son rôle. Il est normal qu'un parti de droite qui s'appelle Les Républicains fasse des propositions. C'est là qu'on les attend. C'est un parti de gouvernement. Donc moi, je trouve ça très bien qu'ils fassent des propositions, qu'ils montrent qu'il y a de la réflexion et qu'on sait un peu où on veut aller. Mais je peux comprendre aussi que Renaissance, ce n'est pas Les Républicains. Donc c'est logique qu'ils ne puissent pas se mettre complètement d'accord. C'est pour ça qu'il me semble qu'il n'y a pas d'autre solution. Si on ne veut pas 4 ans pour rien, que LR et Renaissance se mettent autour d'une table pour réellement réfléchir à ce que serait un accord de gouvernement. C'est-à-dire qu'à la fin des fins, c'est trop facile les postures. Je veux dire, on voit bien qu'LR fait quand même très 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 mal en allant un peu plus à droite de la droite quand même, en demandant, et on sait très bien que Renaissance va pas pouvoir dire oui bien sûr
sûr, on va s'asseoir sur les traités européens et ainsi de suite. Donc on voit qu'ils poussent le trait pour qu'in fine Renaissance leur dise non. Et comme de l'autre côté, Renaissance ne pourra plus faire voter un seul texte sans avoir les votes de LR en soutien. Donc il me semble que si on ne veut pas perdre 4 ans, eh bien il faut effectivement que, et c'est votre question, que Renaissance s'inspire de ce que dit les LR, mais pas que pour la loi immigration, parce que ça c'est le petit bout de la lorgnette. La politique, c'est de la vision. Moi, il me semble qu'il y a besoin de redéfinir une vision, un vrai discours de politique générale pour les 4 prochaines années, sinon on aura un quinquennat pour rien, où là, LR devrait, avec le gouvernement, permettre à Emmanuel Macron de se droitiser, parce que le pays attend cela, et il l'attend notamment sur le régalien, qui a été jusqu'à présent l'angle mort de la politique macroniste. Et c'est là, à mon sens, qu'il peut y avoir une réflexion intelligente à mener, notamment sur l'immigration. Mickaël Sadoun. Je suis d'accord avec Virginie Calmels, il faut évidemment une vision globale sur ce genre de sujet. D'ailleurs, les Républicains l'ont dit eux-mêmes dans l'interview au JDD. Ils ont dit 21 réformes en 20 ans. Donc ça ne sert à rien de faire encore des petits ajustements par-ci par-là en prenant des mesures. En effet, Philippe Bilger l'a dit, ça manquait aussi un petit peu de propositions sur le regroupement familial et moi je trouve sur une réforme du droit du sol plus efficace. Mais globalement, les Républicains sont dans le rôle que j'attends d'eux, c'est-à-dire dans un vrai rôle d'opposition et de propositions. Ils sont un peu sans concession. C'est sûr que la réforme des retraites leur a quand même fait beaucoup de mal en termes de cohérence et d'alliance avec le gouvernement. Donc moi, ils sont là où je les attends. On verra jusqu'où ils vont. Est-ce qu'il faut, Ludovic Madès, proposer ce que tout le monde dit un petit peu, que tout le monde se mette autour de la table et retirer le meilleur des propositions de chacun à un moment donné? Ah oui, c'est exactement ce qu'il faut faire, qu'on se mette autour d'une table et qu'on se mette à discuter, à négocier potentiellement d'ailleurs sur ce sujet-là. Sachant que sur l'immigration, on a quand même des vrais désaccords, ça a été dit à plusieurs reprises. D'ailleurs, ce qui m'inquiète un peu, si vous voulez, dans ce qui a été annoncé dans le JDD ce week-end, c'est qu'on est plus proche, j'allais dire, d'une politique proposée par Éric Zemmour et Marine Le Pen que sur la ligne des Républicains, j'allais dire, classique. Et c'est ça la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on doit aller vers l'extrême droite ou alors on reste sur une ligne plutôt centriste où on traite avec réalité les problématiques de notre pays qui sont sur l'intégration, des problématiques d'intégration qui sont reconnues et qui sont très fortes, ou alors on dit qu'on ne fait plus venir personne dans notre pays en faisant croire qu'on est en plus, débordé par un sentiment, j'allais dire, d'un pays qui perd ses valeurs et son identité. C'est un peu ce que nous dit en sous-marin M. Retailleau et Ciotti. Donc il faut qu'on fasse aussi attention à tout ça. Là, en l'état, j'ai l'impression d'avoir entendu Jordan Bardella avec Marine Le Pen, d'avoir lu aussi Jordan Bardella et Marine Le Pen avec Éric Zemmour. Est-ce que leur seul objectif, c'est de créer une nouvelle droite avec l'extrême droite ? Peut-être que c'était le message qu'ils voulaient faire passer aussi, mais on est dans la caricature de l'immigration, alors qu'il faut qu'on se mette autour d'une table ensemble pour pouvoir discuter et dialoguer. On l'a fait le 1er décembre lors de la niche LR à l'Assemblée nationale. On peut le faire demain autrement et on est d'accord et on veut travailler ensemble, mais pas de cette façon-là. Vous risquez de vous heurter à Philippe Bilger. Monsieur le député, et je le dis avec beaucoup de déférence pour la fonction que vous avez, je n'aime pas cette idée permanente qui accable les Républicains en prétendant qu'à chaque fois qu'ils sont vigoureux et rigoureux dans des domaines qui les ont toujours intéressés, ils copieraient le Rassemblement national. Vous avez une culture politique, vous savez ce qu'était le RPR des années 80, la droite républicaine, puisqu'il faut maintenant accoler cet adjectif, eh bien, a toujours été sensible aux problèmes de sécurité, d'autorité, d'immigration. Elle ne copie pas le Rassemblement national. Est-ce que vous ne lui faites pas un mauvais procès ? Non, j'aimerais ne pas le faire, parce que je le fais rarement. On a l'habitude de travailler avec eux, on travaille très bien, je travaille très bien avec Éric Ciotti ou avec Mansour Kamardine, par exemple, sur Mayotte et les sujets migratoires. Pareil, quand on parle de laïcité ou de lutte contre le terrorisme ou de sécurité, on arrive à être d'accord parce qu'on partage aussi certains points de vue. La réalité, c'est que c'est même pas moi qui le dis. C'est le Rassemblement national lui-même qui dit on va leur demander des droits d'auteur. C'est Éric Zemmour qui dit « je suis d'accord avec cette proposition-là ». Donc moi, je ne fais que répéter ce qui est dit par les personnes qui disent « on a été copié par les Républicains ».
Mais pardon, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une demande au-delà des partis et au-delà de la paternité de savoir qui, quoi, quand, comment. Ce qui est important, c'est est-ce que c'est bon pour le pays ou pas. Et on voit majoritairement quand même qu'il y a une attente du pays pour lutter et notamment contre l'immigration clandestine. Donc cette attente-là, il va bien falloir la traduire politiquement. Et pour la traduire politiquement, il me semble qu'il n'y a pas d'autre solution à un moment donné qu'un accord de gouvernement, c'est-à-dire être en capacité de voter un texte. Alors oui, ce sera évidemment pas, et vous êtes dans votre rôle, 100% de ce qu'il y a dans le JDD porté par Éric Ciotti, Marlex et Retailleau, mais ça sera pas non plus, et c'est là où je suis un peu choquée quand vous dites, oui, il faut savoir si on choisit l'extrême droite ou une position centriste. Bah, il me semble que depuis des décennies, il y a un champ politique entre le centrisme et l'extrême droite. Et c'est ce champ politique-là qui, économiquement, il semble un peu pris par Emmanuel Macron, mais sur le régalien, aujourd'hui, c'est une droitisation d'Emmanuel Macron que le pays attend. Oui, Virginie, 0826 300 300, parce qu'il y a du monde au standard aussi. Samy qui voulait réagir. Bonsoir Samy. Bonsoir Samy. Oui, bonsoir, merci de me donner la parole. Je vais essayer d'être rapide et je m'excuse. De pousser un petit coup de gueule. Allez-y. Je suis désolé, c'est que moi je dirais franchement que cette proposition, en fait, qu'elle vient de la droite ou d'un autre parti, ça va être encore la montagne qui accouche d'une souris, puisque ce sera la énième réforme en fait dans le discours. Alors sur le terrain, c'est tout autre chose. Puisqu'aujourd'hui, en fait, on a transformé aujourd'hui ce pays, on est bipolaire dans ce pays, dans le sens où soit on fait du Roussel, qui joue sur l'accord de la fibre sentimentale, soit on fait du Bardella qui rentre dedans. Et en fait, la réalité sur le terrain, elle est tout autre. C'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens? Vous prenez aujourd'hui Deliveroo ou Uber Eats, quand on reçoit son repas le soir, la moitié de leurs salariés sont des clandestins. Ça, c'est le premier élément. Je suis l'exemple vivant. Je suis soignant. Ça fait 10 ans que mon épouse, chaque année, signe à la préfecture, et je ne citerai pas laquelle, une attestation de non-polygamie. D'accord? J'ai des enfants qui sont grands, scolarisés en école catholique. Je suis musulman, on s'en fout de la religion, en fait. Donc aujourd'hui, ce pays, on veut faire quoi des hommes et des femmes de demain? Ça devient de la schizophrénie, en fait. Donc, on est dans le spectacle. Quel est le parti qui va faire le plus beau discours sans passer pour un parti facho, sans jouer, sans faire fuir, en fait, les gens de droite ou les libéraux, et en allant chercher, en fait, la population de la gauche ou de la NUPES, en fait, qui sont des bougnoules, pardon du terme, hein, j'ai pas de problème avec ce terme. Donc, non. Il faut aujourd'hui inviter les gens à l'intégration par le travail, mais l'intégration et voir le millefeuille administratif dans les préfectures. Et inviter les gens qui n'ont rien à faire ici à rentrer chez eux, tout simplement. Non, un coup on veut satisfaire l'Union européenne et on fait la danse du ventre à l'Union européenne. Un coup, j'ai dû passer un test de langue qui s'appelle le TCF, que nous a annoncé M. Darmanin, en grand pompe, d'accord, pour répondre à des mails. Genre le mail, vous avez acheté une maison, décrivez-nous votre maison. Elle est spacieuse, il y a un jardin. Je veux dire, c'est du délire. Et je suis universitaire et je soigne les gens. Ah, c'est fou, c'est fou. Oui. Quand on entend ce type de... C'est du délire, je suis désolé. Restez avec nous. Mais vous avez bien fait. C'est très intéressant. Mais j'aimerais de nouveau revenir vers monsieur le député. Je ne suis pas totalement d'accord avec Virginie Calmels pour une raison simple. C'est que on peut toujours abstraitement souhaiter une conciliation entre des forces contraires. Mais monsieur le député, est-ce que vous admettrez tout de même, me semble-t-il, que le macronisme a toujours eu un point faible, c'est le programme régalien. Et qu'au fond, je n'aimerais pas que les républicains, par une sorte de bonté d'âme, viennent s'allier avec un parti tout à fait intelligent par ailleurs, mais qui est très faible dans ce domaine. On n'est pas chargé d'être en quelque sorte, une roue de secours. Mickaël Sadoun veut réagir, on fait réagir monsieur le député. Oui, alors moi mais avec... qui répondent à la question. Ah oui, bien sûr. Répondre court, s'il vous plaît. Allez, court. Je vais essayer de faire court. On n'est pas obligé de toujours d'accord, c'est une réalité. Après, on a tous notre point de vue sur le régalien. Tout le monde n'est pas d'accord non plus sur le sujet. Certains trouvent que la justice est laxiste, d'autres qu'elle est trop dure. Il y a des choses à voir. Et oui, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne peut pas être parfait tout seul. Et la réalité de l'Assemblée nationale, la représentativité du peuple, c'est qu'on est tous différents. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand on propose de modifier la Constitution et de passer par référendum, à quoi conserver l'Assemblée nationale dans ce cas? Et c'est les propositions de Marine Le Pen. C'est ça la réalité. Mickaël Sadoun. Non, alors moi, avec évidemment tout le respect que je dois à monsieur le député, que je salue d'ailleurs, il vient de tenir le raisonnement qui a fracassé la vie politique dans ce pays, c'est-à-dire
Marine Le Pen et Éric Zemmour sont d'accord avec les Républicains, c'est donc que les Républicains ont tort. Et qu'en plus, peut-être, ils sont méchants et racistes. Bon, c'est un peu le sous-entendu dans tout ça. Alors moi, je vais vous dire, quand on prétend gouverner un pays et qu'on veut mettre tout le monde autour de la table et qu'on veut être ensemble, on évite de traiter la moitié de la population d'extrême droite en sous-entendant qu'elle est raciste ou je ne sais quoi. Par ailleurs, les Républicains, il me semble, ne sont pas infidèles à leurs racines gaullistes. Philippe l'a dit, quand il traite de ce genre de thématiques, puisque le Congrès de 90 traitait déjà de ces problématiques en des termes beaucoup plus durs, puisqu'ils allaient même jusqu'à la suppression du regroupement familial qui avait même été proposé par Raymond Barre au milieu des années 70. Donc, excusez-moi de penser que Charles Pasqua, résistant à 15 ans, n'est pas quelqu'un d'extrême droite ou qui aurait des sympathies pour les racistes. Donc par ailleurs, quand il y a une demande populaire de 82% des Français pour durcir la politique d'immigration, c'est un sondage très récent IFOP, je m'excuse, la fermeté n'est pas sans cesse associable à l'extrême droite. Sinon, alors 82% des Français sont d'extrême droite. Ok, allons-y. 0826 300 300, Renaud qui voulait aussi forcément parler. Renaud ? Oui, mais déjà, on a un problème dans ce pays. Dès qu'il s'agit de l'extrême droite, de suite racisme, etc. Il suffit d'écouter les propos de plusieurs responsables politiques qui ont été ou députés ou autres, hein, d'ailleurs, ou même qui ne l'ont pas été, qui ont tenu des propos et sur tous les chiquiers politiques qui ont tenu des propos horribles. Déjà, première chose. Concernant ce projet de loi, cette proposition des LR. Effectivement que le gouvernement doit l'appliquer et oui, moi je vous le dis, en proposant ça, effectivement, ils vont sur un des chevals de bataille, notamment du Rassemblement national. C'est une vérité, mais ça fait longtemps, mais pas que le Rassemblement national parle de ça. Et moi je parle pas d'immigration, moi je parle de clandestinité, parce que l'immigration en France il y en a toujours eu, du moins légalement. Oui. Voilà. Maintenant, il y a un vrai problème dans ce pays. On le voit notamment à Mayotte. On fait quoi de tous ces gens qui viennent de manière illégale en France? Absolument. Quand on voit l'Union européenne qui, effectivement, est en train de mettre en place un projet, mais qui est submersif et ignoble, qui va étouffer bon nombre de Français aujourd'hui. Moi, je vous le dis, ce projet de loi, notamment de l'Union européenne, aujourd'hui, c'est la baisse des salaires des Français par la suite. Voilà, restez avec nous, Renaud. Pardon de vous couper parce qu'il nous reste très peu de temps. Effectivement, Philippe Bilger, on parle d'immigration. Et Ludovic, pardon. Ludovic Mendes. Ludovic Mendes, quand on entend ce qui se dit entre effectivement l'immigration d'un côté, mais bon, toute la partie des sans-papiers, c'est ce qui ressort aussi assez souvent. Mais oui, et on l'entend. Je vous assure que on ne se voile pas la face. On ne se voile pas la face du tout sur le sujet. Je veux dire, dans le projet de loi qui a été déposé par Gérald Darmanin au mois de décembre, il y avait des mesures aussi très dures. D'un côté, pour l'intégration, parce qu'il faut être radical sur l'intégration et qu'on a un vrai problème d'intégration. La troisième génération est encore paupérisée. Et donc, on crée aussi de la délinquance. On crée des personnes qui donc, ne trouvent pas leur place dans notre pays. Et en amont, il faut aussi lutter contre ces personnes potentielles délinquantes qui doivent quitter notre pays et on doit être plus ferme et plus dur. Là-dessus, on n'a aucun problème pour le dire. Et sur ce qui est proposé par les LR, c'est-à-dire sur certains sujets, c'est assez compliqué de modifier de sortir des traités et en plus de modifier la Constitution où on y met de l'assimilation. Et je n'ai pas dit qu'ils étaient racistes ou autres. Je dis que la réalité, c'est qu'ils proposent des choses qui sont défendues par Le Pen depuis presque 10 ans. C'était tout ce que je dis. Et vous dites quoi, se poser des questions Non, mais il faut quand même J'ai le droit de ne pas être en accord. Non, bien sûr. Je crois que ce que les gens attendent sur ces sujets-là, c'est de sortir du en même temps qui n'est pas tenable. En 2018, vous avez voté une loi asile-immigration qui a élargi le regroupement familial aux frères et aux sœurs. Ça, c'est quand même quelque chose qui allait contre ce qu'on attend aujourd'hui. Donc déjà, de détricoter ce qui a été fait là et d'aller plus loin en droitisant le propos, à mon sens, est en phase aujourd'hui avec les attentes des Français. Le mot de la fin avec Mickaël qui voulait réagir. Non, mais vous dites le tort des Républicains, c'est que Marine Le Pen est d'accord avec eux. Mais je vous demande même à vous, on se parle d'homme à homme très simplement. Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas d'accord avec Marine Le Pen sur un certain nombre de points? C'est pas interdit quand même. Enfin, si dans ce cas, si la politique, ça se résume à dire exactement le contraire de Marine Le Pen pour être le plus loin d'elle, bah dans ce cas-là, c'est plus facile que je le croyais.
Merci en tout cas Ludovic Mendes d'avoir été avec nous. Je sais que le temps est compté. Merci, malheureusement. Ça mériterait encore une fois plus de temps, mais c'est comme ça. Député Renaissance et secrétaire de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Vous restez avec nous. Dans un instant, on part à Cannes avec René Chiche. On va marcher monter les marches peut-être avec lui. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et ça n'est pas fini. L'émission n'est pas finie. On vous fait voyager. On part au Festival de Cannes avec nos amis, avec Philippe Bilger qui est avec nous, avec Virginie Calmels. On vous entend dans les micros, les enfants, avec Michael Sadoun. C'est vraiment des enfants passage. Hein. C'est incroyable. Ils ont tous quelque chose aucune discipline. Ils ont tous quelque chose de star de cinéma. Montrez l'exemple, les amis. Allez, direction Cannes avec. Je sais, oui, je vous dis. Et moi, je suis tellement passionnée dans le timing. René Chiche est avec nous. René Chiche qui nous envoie des photos avec un petit verre à la main sur une terrasse de Cannes. Ça va, c'est pas trop difficile, René Chiche? Écoutez, c'est très très dur. Un soleil resplendissant, un verre de rosé, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui. Voilà, non mais moi ça va, je tiens l'alcool, vous inquiétez pas. Non, vous pouvez pas dire ça, c'est pas possible, c'est pas sûr. Voilà, voilà, je vous ai fait un petit clin d'œil, oui, un petit photo de Cannes comme ça. Alors les premiers pronostics. Alors absolument. Alors les premiers pronostics, il y a quand même 3 films qui se détachent. Un qui est britannique, qui s'appelle The Zone of Interest de Jonathan Glazer, qui est consacré à la vie quotidienne de la famille du camp de concentration d'Auschwitz, et c'est un film implacable, glacial, dénué vraiment de tout voyeurisme, de toute outrance. C'est un film qui a vraiment fait forte impression. Je vous parlerai aussi peut-être des herbes sèches un peu plus tard de réalisateur turc Nuri Bilgelan, mais surtout ce matin, et ça fera plaisir à Philippe Bilger, j'ai vu un superbe film français de Justine Triet qui s'appelle Anatomie d'une chute. C'est en fait l'histoire d'un procès, une femme qui est accusée du meurtre de son mari, ça se passe en Savoie, et dans le rôle de l'avocat général, il y a un acteur français qui s'appelle Antoine Reynard, qui est un jeune acteur qui a le vent en poupe et qui est extraordinaire. Donc non seulement je le conseille à Philippe Bilger, mais je le conseille à toute l'équipe DVV. Et ce film est vraiment très très bien parti pour être dans le palmarès. Je vais pas vous faire toute la liste des films, ce serait trop long sinon. Mais voilà, c'est un peu les 3 films qui se distinguent. Et là, si vous aviez de l'humour, vous balanceriez la fin là, bam, comme ça. Oui, non, je vais pas le faire. Non, pas du tout. Et c'est un film qui pourrait vous plaire, ça, Philippe Bilger. Mais j'ai lu des choses très bonnes sur lui aujourd'hui, et absolument. De la même manière que cette ironie tragique qui fait que le film dont vous avez parlé avant, René, mais je vous laisse le soin de prononcer à l'anglaise, c'est Martin Amis qui vient de mourir, qui avait écrit le roman. Absolument, tout à fait. The Zone of Interest. Voilà. Absolument. Quel accent. C'est Jonathan Glazer. Voilà. C'est ça, c'est notre consultant. How are you, my friend? Yes. Okay. Et à venir, les films à venir aujourd'hui, où on attend peut-être quelque chose de magique aussi? Alors aujourd'hui, là, il y a un film qui a été présenté là à l'instant, La Montée des Marches. Bon, c'est le film du Finlandais Aki Kaurismäki, mais bon, il y a plusieurs autres films qui vont arriver bien sûr dans les prochains jours. Entre autres, pour une belle montée des marches et aussi pour un film très attendu dans la sélection, c'est le film de Wes Anderson, Asteroid City, qui va permettre de voir sur les marches Tom Hanks, Scarlett Johansson, Tilda Swinton. Donc ça va être une belle montée des marches. Entre autres, ce soir, il y a un film qui est hors compétition avec Guillaume Canet, qui s'appelle Acide. Mais enfin, bon, il y a tellement de films que, vous voyez, je vais pas vous faire toute la liste. Scorsese. Voilà. Alors le Scorsese était hors compétition. Moi j'ai adoré, 3h20. Vraiment un super. Vraiment en plus à son âge il a. Enfin j'ai rien contre les personnes âgées mais bon. À son âge. Merci. Excusez-moi. C'est le rosé. Merci beaucoup René Chiche. J'espère que vous allez revenir bientôt. On vous attend bien entendu. Avec un film en vue à Hollywood. Oui, The True Voices. The True Voices. Une production hollywoodienne. Avec dans les rôles principaux Philippe Bilger avec Michael Sadoun et Virginie Calmels. Qu'on remercie grandement pour cette émission. Nous, avec Philippe David, on va remonter les marches, mais pour aller au bureau. C'est ça. On vous attend, bien entendu, avec une bouteille d'eau à la main. Voilà, c'est la folie Sud Radio. On est comme des oufs, on est comme des dingues. On a la fontaine à eau, là, elle coule, c'est fou. C'est déjà fini, mon cher Philippe Bilger. Dans un instant, on va vous parler citoyenneté avec nos amis du G500. On est ravis de les accueillir comme chaque fois, des personnes engagées, des situations dramatiques, mais en tout cas avec des gens qui sont sur le terrain. On en parle juste après la pause. Merci Philippe Bilger, merci Michael Sadoun, merci Virginie Calmels d'avoir été avec nous, merci aux auditeurs. Philippe, David, on reste ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite.